En mission officielle à Kinshasa, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu par le bureau de l'Assemblée nationale. Avec Vital Kamerhe et plusieurs députés, ils ont échangé sur la situation sécuritaire en RDC et l'appui de l'ONU au processus de paix de Washington et de Doha. Sasa Magazine. Procès Constant Moutamba, la Cour de cassation a condamné l'ancien ministre de la Justice à 3 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. Il devra restituer 19 millions de dollars et se voit privé de ses droits civiques pendant plusieurs années. Voilà tout pour les sommaires. Le président de la République soutient que l'égalité des chances dans le monde du travail constitue à la fois une exigence sociale et un levier stratégique pour le développement de notre nation. Elle s'inscrit au cœur de sa vision d'une République moderne, inclusive et prospère, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa condition sociale ou son parcours, doit pouvoir accéder équitablement aux opportunités offertes par son pays. Garantir cette égalité, précise-t-il, c'est consolider la confiance entre l'État et ses citoyens, renforcer la cohésion nationale et assurer la transmission d'un héritage de justice aux générations futures. Cependant, 2 défis structurels persistent et compromettent sérieusement l'insertion professionnelle de notre jeunesse. Premièrement, de nombreuses entreprises, tant publiques et privées, continuent de recruter sans publication préalable de leurs offres d'emploi. Une telle pratique exclut injustement une majorité des demandeurs d'emploi, en particulier de jeunes, et mine la transparence ainsi que la crédibilité du marché du travail. Or, la législation nationale est claire, tout employeur a l'obligation de déclarer toute vacance de poste à l'Office national de l'emploi, qui est l'instrument central de régulation garantissant transparence, équité et justice sociale dans l'accès à l'emploi. Deuxièmement, la rareté des opportunités des stages académiques et professionnels prive des milliers de jeunes diplômés d'une expérience pratique pourtant indispensable à leur employabilité. Cette situation accentue le chômage, décourage l'investissement des familles dans l'éducation et fragilise la cohésion nationale. Un pays qui ne crée pas de passerelle entre la formation et l'emploi se condamne à gaspiller son capital humain le plus précieux. Conscient de l'urgence et de la portée stratégique de ces enjeux, le président de la République a instruit le ministre de l'Emploi et du Travail à engager sans délai les actions prioritaires suivantes. Rendre effective l'obligation de publication de toutes les offres d'emploi via l'ENEM en vue d'assurer la transparence et l'équité d'accès, mettre en synergie l'ENEM et l'Inspection générale du travail afin de garantir un contrôle rigoureux, d'identifier les manquements et de sanctionner les cas échéants les contrevenants. Encourager et inciter les entreprises publiques et privées à accueillir un nombre accru des stagiaires en partenariat étroit avec les établissements d'enseignement supérieur et les structures d'encadrement des jeunes. Ces mesures devront être accompagnées d'un dispositif de suivi-évaluation régulier afin de mesurer les progrès, d'identifier les obstacles et d'ajuster les stratégies en temps réel. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur le fait que l'insertion professionnelle de notre jeunesse n'est pas seulement un impératif économique, elle est le socle de notre cohésion sociale, le moteur de notre croissance inclusive et les garants d'une justice intergénérationnelle. En mission officielle en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé le jeudi 4 septembre 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau et du représentant de la Commission Relations extérieures, Défense et Sécurité et celui de la Commission Droits de l'homme. La rencontre a porté principalement sur le processus de paix en cours en RDC et sur l'accompagnement des Nations Unies au processus de Washington et de Doha. Jean-Pierre Lacroix a expliqué que cette mission, effectuée à la veille de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, s'inscrit dans la continuité de sa précédente visite en février dernier. Elle vise à réaffirmer l'engagement constant de l'ONU en faveur de la paix et de la protection des civils dans la perspective d'une paix et une stabilité durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les diplomates onusiens ont salué l'engagement conjoint de la RDC et du Rwanda à s'inscrire désormais dans une dynamique de paix à travers le processus de Washington. Il a réitéré le soutien total des Nations Unies à ces processus ainsi qu'à celui des Doha, tout en appelant à un dialogue interne inclusif en RDC afin de garantir un retour effectif et définitif de la paix. Il a également annoncé que cet engagement sera officiellement réaffirmé lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU prévue du 9
au 23 septembre à New York. Jean-Pierre Lacroix a par ailleurs exprimé la volonté de l'ONU de maintenir sa présence dans les zones sous occupation en étroite collaboration avec le gouvernement congolais afin de protéger les civils et de lutter contre les graves violations des droits humains dont les populations sont victimes. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit satisfait du soutien de l'ONU et de l'attention particulière qu'elle accorde à la question de la paix en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies à travers sa mission de maintien de la paix et les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité condamnant les atteintes répétées à l'intégrité territoriale du pays. Il a salué l'initiative des Nations Unies de conjuguer leurs efforts avec ceux du gouvernement congolais pour protéger les civils et mettre fin au drame humanitaire dans les zones sous occupation, une préoccupation majeure du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix se rendra à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il doit rencontrer les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, les représentants de la société civile, les communautés locales ainsi que le personnel de la MONUSCO. Dans le cadre du projet Mécanisme de prévention et amélioration de la qualité des réponses aux cas de violences basées sur le genre, financé par le HCR, un dialogue communautaire a été organisé mercredi 3 septembre 2025 à Kananga dans le village Nkonko, commune de Nganza par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Objectif, évaluer l'appropriation, l'exécution et la compréhension de l'acte d'engagement signé en 2022 par le chef coutumier pour interdire les pratiques avilissantes à l'égard des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. À en croire Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale des FMMDI, depuis la signature de cet acte en 2022, cette mission vise à faire le point sur la mise en œuvre réelle sur le terrain, comment il est perçu par la population, dans quelle mesure il est appliqué et s'il a permis de réduire les pratiques discriminatoires autrefois observées dans le milieu coutumier. Le souhait ici, c'était évidemment, c'est depuis 2022 que les chefs traditionnels ont signé l'acte d'engagement. Et notre souci, c'était de venir évaluer le niveau de compréhension, les niveaux d'exécution, les niveaux de satisfaction de la communauté sur la pratique de cet acte d'engagement de chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers eux-mêmes ont expliqué à leur communauté l'engagement qu'ils ont pris chez 12 maisons à l'époque pour refuser toute pratique avilissante à l'égard de la femme et de la jeune fille. Et ils ont encouragé leur communauté. Et lorsqu'il y a des gens qui continuent à pratiquer ces genres de choses, de venir vers eux, parce que eux, pour eux, ils savent que ces pratiques n'existent plus et eux n'acceptent plus jamais les gens qui viennent avec ces pratiques auprès d'eux pour payer des amendes. Le chef coutumier présent ont eux-mêmes réaffirmé leur engagement à abolir toutes les pratiques rétrogrades envers les femmes et les filles, tout en invitant la population à leur signaler toute tentative de résurgence de ces coutumes. Lors de cette rencontre, les formes des violences, leurs causes, les conséquences, ainsi que le service offert par FMMDI ont été expliqués aux participants. Le bourgmestre de la commune de Nganza, Jean-Paul Kanouba-Kafoua, a remis à chaque participant une copie de l'acte d'engagement, les invitant à les lire attentivement et à œuvrer pour un changement durable dans leur communauté. Je vous remets ces actes d'engagement afin que vous les lisiez et œuvriez pour un changement durable dans nos communautés. La journée s'est clôturée par une série d'échanges entre la communauté et les responsables présents, signe de l'importance du dialogue dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les territoires de Demba, dans la province du Kasaï central, a vécu ce mercredi 27 août 2025 une journée mémorable avec l'inauguration officielle du bâtiment abritant les tribunaux de paix, fruit de l'initiative et du financement personnel de l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, député national élu de Demba. La cérémonie présidée par le gouverneur des provinces, M. Joseph Moïse Kambulu Nkonko, a rassemblé autorités politiques, judiciaires, administratives, coutumières, ainsi que de nombreuses personnalités de la société civile et des médias. Parmi les intervenants, les représentants du Conseil supérieur de la magistrature, Serge Kachamangoï, a également pris la parole pour marquer l'importance de cet événement.
j'ajoute mes félicitations et mes remerciements pour ce bâtiment, dont les images sont déjà au Conseil supérieur de la magistrature. S'exprimant devant la population venue nombreuse, l'honorable Thierry Mulumba a rappelé que ces tribunaux constituent avant tout une réponse aux aspirations profondes des habitants. Ce tribunal est une réponse à notre peuple. Ce bâtiment est un droit rétabli. Il n'y a aucun développement sans justice. Ici se régleront les conflits fonciers, familiaux, coutumiers, commerciaux. Ici, les plus faibles trouveront protection. Ici, les veuves et les orphelins seront entendus. Et de son côté, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko a salué un geste de patriotisme et de responsabilité. Etchechi, c'est une preuve indiscutable de la détermination et de l'engagement d'un homme épris de bon sens, qui est toujours à côté de sa population. Le président du tribunal de paix de Demba, M. Barthélémy Kalonda Binumbi, n'a pas caché son émotion devant la remise des clés. C'est ici le lieu de dire merci beaucoup aux bienfaiteurs. Thierry Mulumba, au nom de tous les personnels du tripé de Demba, pour nous avoir construit ces bijoux. Plus qu'une inauguration, l'événement de ce 27 août 2025 restera gravé dans l'histoire de Demba comme les jours où la justice a trouvé maison, où la citoyenneté a rejoint l'action et où l'avenir s'est ouvert sur la liberté, la paix et les progrès. La Cour de cassation placée sous haute sécurité pour un jugement très attendu, celui d'une figure politique bien connue des Congolais, Constant Mutamba. L'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, âgé de 37 ans, a pris place dans la salle un masque chirurgical sur le visage. Il est accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 19,9 millions de dollars. Des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et c'est le président de la Cour, Jacques Kabasele, qui prononce son jugement. En premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés. Une peine lourde. Aux 3 ans de travaux forcés sans possibilité de libération conditionnelle s'ajoutent 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote et l'obligation de restituer les fonds détournés. Dans sa lettre de démission présentée en juin, Constant Mutamba avait déclaré n'avoir jamais pris un seul dollar de l'État. C'est le point levé qu'il a quitté la salle d'audience. Ses avocats déplorent sa condamnation. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Mutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. C'est encadré de soldats et de policiers que Constant Mutamba a quitté la Cour. Le verdict a suscité l'indignation et la colère de ses sympathisants. On l'a condamné parce que c'est un dossier politique, mais juridiquement parlant, il n'a pas détourné. La jeunesse est très déçue. Pourquoi? Parce qu'on peut condamner Constant Mutamba à 3 ans de prison ferme, mais ajouter à cela 5 ans d'inéligibilité. On ne veut pas que Constant Mutamba soit candidat aux prochaines élections. Pour le parti présidentiel, la justice a fait son travail en toute indépendance, même face à une personnalité politique influente promue par le président. Son ascension en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est l'œuvre du chef de l'État qui a voulu s'ouvrir et promouvoir la jeunesse. Je pense que pour ériger un État de droit, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est laisser les magistrats, laisser le pouvoir judiciaire faire son travail. Jeune et charismatique, Constant Mutamba s'était fait remarquer par ses déplacements médiatisés à la prison de Makala et ses prises de position pour redresser la justice congolaise qu'il qualifiait de malade. Au final, le jeune ministre de la Justice n'aura fait qu'un passage éclair au gouvernement. Depuis le 2 septembre, la ville d'Ouvira, dans le sud Kivu, connaît un climat tendu.
La présence en ville d'un officier supérieur de l'armée, critiqué par certains combattants Wazalendo, a provoqué un raidissement dans les relations entre les forces régulières et ces groupes d'autodéfense qui appuient les FARDC dans leur lutte contre l'FCM 23. Face à ces tensions, Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, invite les Wazalendo au calme et à la cohésion, alors que l'ennemi commun reste l'AFCM 23. Par ailleurs, les FARDC, à travers leur porte-parole, ont rappelé la ligne officielle concernant la collaboration avec les Wazalendo. On a cité les FARDC pour leur collaboration avec les Wazalendo. C'est tout à fait normal. Si nous collaborons avec les Wazalendo, c'est on ne veut pas dire que c'est nous qui gérons les Wazalendo. Nous ne recrutons pas les enfants, comme les M23. Selon le général Sylvain Ekenge, le dernier rapport des Nations Unies met surtout en cause les M23 et les Wazalendo, mais n'accuse pas directement les FARDC. Les crimes commis par les milices ne sauraient donc être imputés à l'armée congolaise. Rapport des Nations Unies, madame, j'ai demandé à ce que monsieur m'envoie ce rapport, je l'ai pas. Mais le rapport que moi j'ai lu, j'ai pas vu là où on pointe les FARDC en termes de violations des droits humains, des crimes de guerre, en termes de crimes de guerre. On a parlé des FARDC, on a parlé plutôt du M23 et des Wazalendo. Et on a cité les FARDC pour leur collaboration avec les Wazalendo. C'est tout à fait normal. Si nous collaborons avec les Wazalendo, ça ne veut pas dire que c'est nous qui gérons les Wazalendo.